Bonjour à tous, merci Julie. Je tiens à déclarer que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation, puisque je ne les ai pas écrits. Et on va parler donc du dépistage des sténoses artérielles en prévention primaire, c'est-à-dire chez des patients donc, en population générale. On va parler des dépistages des sténoses carotidiennes, des sténoses des artères des membres inférieurs et des sténoses coronariennes, chez le patient parfaitement asymptomatique, n'ayant pas de symptômes de claudication, de douleur, d'angor, et n'ayant pas fait d'événements cardiovasculaires. J'insiste sur ce contexte parce que c'est notre spécialité que de soigner ces patients-là à un stade de facteur de risque cardiovasculaire sans symptômes. Alors, voici pour commencer le raisonnement qui est promu par les personnes qui font de l'évidence-based medicine, en particulier ici pour l'US Preventive Task Force, c'est les recommandations américaines plutôt indépendantes concernant tout ce qui est préventif. Et voilà comment on propose de raisonner pour réfléchir ensemble. Eh bien, dans un dépistage, pour un patient asymptomatique, la première question qu'il faut se poser, c'est la question numéro 1. Est-ce que le dépistage en lui-même a démontré un bénéfice sur des critères de morbimortalité, donc critères cliniquement pertinents pour les patients. Voilà. Deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que le dépistage comporte des risques? Ensuite, dans la chaîne, si on trouve une sténose artérielle, les questions qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette sténose? Est-ce qu'on va traiter? Et est-ce que les traitements qu'on va donc instaurer suite à la découverte de cette sténose apportent un bénéfice par rapport aux soins usuels? On parlera donc ici en particulier des revascularisations et aussi de l'aspirine, qui est pour certains une indication, quand on découvre une sténose artérielle, de traiter les personnes présentant une sténose par aspirine. Et bien sûr, on se posera les questions des risques de ces traitements, une fois qu'on les aura, avant de les instaurer. Alors, en pratique, on me dit souvent qu'on n'a pas le temps d'aller aux sources. Alors, heureusement qu'il y a Denis qui nous parle de HOPE3, et le professeur Joseph aussi, parce qu'en fait, il faut constater qu'on n'a pas le temps de chercher dans la littérature tous ces essais randomisés. Alors, on n'a pas le temps de lire, de comprendre. Alors, du coup, on délègue le BM. Bon, très bien. Alors, on suit recommandations. Et là, j'ai envie de répondre, d'accord, mais quelle recommandation vous choisissez? C'est bien beau de déléguer, c'est bien beau de ne pas aller dans les sources. Il faut aussi choisir une recommandation. Alors, vous en avez 3 ici qui sont présentes devant vous. L'HAS n'a pas émis de recommandation particulière sur cette question, faut-il dépister les patients asymptomatiques? Elle n'a pas fait de recommandation, donc on va se baser essentiellement pour les dépistages des sténoses carotidiennes sur les 3 principales qui existent, qui font un peu autorité. Les voici devant vous. Vous avez 2 recommandations américaines, l'US Preventive Task Force et celle de l'Association américaine des cardiologues, et puis celle de la Société européenne de cardiologie avec la chirurgie vasculaire. Eh bien, qu'est-ce que disent ces recommandations? Dépister, vous avez 3 réponses différentes. En particulier, j'insisterai beaucoup sur celle-là, l'US Preventive Task Force se prononce contre. Elle ne dit pas « faites ce que vous voulez », décidez avec le patient, elle dit « ne pas faire ». Et quand une recommandation dit « ne pas faire », c'est plutôt rare dans la pratique. Vous cherchez-les, vous verrez que c'est rare que les médecins disent ne pas traiter, ne pas faire, ne pas si. Bon, voilà, vous allez voir que c'est très particulier, et c'est pour ça qu'on va s'arrêter sur cette recommandation de ne pas faire. Parce que les autres recommandations sont d'accord plutôt pour dire qu'il ne faut pas dépister en général, il faut cibler le dépistage. Donc oui, parce que c'est raisonnable si on découvre un souffle carotidien ou si le patient est à risque cardiovasculaire. Et puis l'Europe considère qu'il faut le faire parce que c'est bien. Il n'y a pas de justification. Alors, par rapport au traitement, du coup, eh bien, la revascularisation chirurgicale ou par stent, l'US Preventive Task Force considère que le bénéfice-risque est défavorable en population générale, ce qui justifie pourquoi elle s'oppose au dépistage. Alors que les Américaines disent oui, on peut traiter si on découvre une sténose supérieure à 60%. De la même manière, les Européens disent oui, si sténose supérieure à 60% et une espérance de vie à 5 ans. L'aspirine, si on découvre une sténose, l'US Preventive Task Force ne dit pas que si on découvre une sténose, il faut traiter par aspirine. Par contre, elle dit oui selon le risque cardiovasculaire.
Donc la sténose n'est pas en soi une indication. Par contre, ça l'est pour les Américains, les cardiologues américains et les Européens. Donc vous voyez, vous êtes face à ça et vous vous dites, bon, c'est très bien, et je choisis laquelle? Donc il faut un petit peu avancer. Et alors on va regarder un peu les arguments de l'US Preventive Task Force, parce qu'ils sont un petit peu atypiques. Donc comment ils justifient cette position? Ils expliquent que d'abord, il n'y a pas d'essai randomisé ayant évalué le dépistage en population générale. Il y a un risque de faux positifs élevé, de trouver des résultats, des sténoses modérées qui conduisent à des examens qui peuvent parfois comporter des risques. L'angiographie n'est pas dénuée, par exemple, de risques. Ils constatent qu'il existe seulement 3 essais ayant évalué la chirurgie des carotides, qui sont très anciens. Ils étaient globalement concluants. Donc, ils étaient positifs. Ils montraient qu'il y avait une réduction du risque d'AVC de 2 à 3%. Donc c'était peut-être pour ça qu'on a dépisté, on pensait que c'était efficace, mais leurs arguments, c'est que ces essais sont donc anciens et qu'on ne peut pas extrapoler ces résultats d'essais randomisés à une population qui serait non sélectionnée. Dans ces essais, il y avait quand même 20 à 30% de personnes qui avaient déjà fait quand même un accident ischémique transitoire ou un AVC, donc ils n'étaient pas parfaitement en prévention primaire. Le traitement médical n'était pas optimal par rapport à nos standards, en particulier la prescription de statine, qui n'existait pas il y a 30 ans. On constate que le risque d'AVC a beaucoup chuté depuis 30 ans et que du coup, les interventions aujourd'hui, on soignerait plutôt des personnes à bas risque par rapport à ces essais. Donc le bénéfice se discute plus dans une population qui serait de soins primaires à risque modéré. Et puis les risques chirurgicaux sont bien là, 2 à 3% d'AVC ou de décès à J30, donc du coup qui peuvent tout à fait contrebalancer les potentiels bénéfices. Voilà pourquoi l'US Preventive Task Force est contre ce dépistage. Et pour montrer qu'elle n'a pas tort, il faut savoir qu'il y a un grand essai en cours qui s'appelle CREST-2, qui justement teste 2 groupes, l'un avec la thérapie médicale optimale, avec en général des IEC et des statines, et puis on rajoute un groupe donc traité de façon optimale par des médicaments avec une chirurgie, soit endartérectomie, soit stent. Donc s'il y a un essai en cours, c'est qu'il y a une question qui n'est pas résolue. Pour ce qui est de l'aspirine devant la sténose carotidienne, donc je vous ai dit, en gros, vous voyez par exemple que les cardiologues européens considèrent que s'il y a une sténose supérieure à 50%, ils disent oui. Et leur argumentation est très intéressante. Même s'il n'existe pas d'essai randomisé, il faut le faire parce qu'on extrapole de la prévention secondaire aux patients en prévention primaire. De même, les cardiologues américains considèrent qu'il n'y a pas d'essai randomisé, mais même si ça n'a pas été bien prouvé, ils considèrent qu'il faut le faire. Alors que l'HAS en 2012 disait que ce n'était pas forcément une indication. Par contre, elle disait oui, selon le risque cardiovasculaire, comme l'US Preventive Task Force. Tout ça basé sur des extrapolations issues de la prévention secondaire. Il y avait un essai de faible puissance 372 patients suivis 2 ans, qui avait montré que chez les patients asymptomatiques à qui on découvrait un souffle carotidien, l'aspirine n'était pas efficace, mais l'essai était tout petit, donc il n'a pas été jugé probant pour interpréter en l'absence de preuves. Venons-en plutôt au dépistage de l'artériopathie des membres inférieurs via l'IPS, qui séduit beaucoup de personnes, y compris chez les généralistes. Et en fait, l'US Preventive Task Force de 2018, cette fois-ci, ne s'oppose pas au dépistage, mais elle considère qu'il n'y a pas assez de données pour recommander en faveur ou en défaveur. Par contre, les cardiologues américains et européens considèrent qu'il faut le faire, alors soit sans précision, soit en fonction d'une population un peu ciblée, un âge supérieur à 65 ans ou 50 ans avec des facteurs de risque, et puis pour tous les diabétiques. Argument, il n'y a pas de preuve, c'est raisonnable, et eux, parce que l'ABI, donc c'est en anglais Ankle Brachial Index, c'est l'IPS, ils expliquent que c'est un bon moyen de diagnostic, mais en aucun cas, c'est une justification au dépistage. Traitements chirurgicaux dans un patient qui a une artériopathie
et qui est parfaitement asymptomatique, qui n'a aucune claudication, aucune ischémie des extrémités, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement chirurgical à lui proposer. Ça, ils sont tous d'accord. Donc, quelque part, à quoi ça sert? Alors, on va voir. L'aspirine, du coup, de la même manière, en fait, si on découvre une sténose à l'échographie Doppler des artères des membres inférieurs, ou si on a mesuré l'IPS et qu'il est moins de 0,90, eh bien, vous voyez, les Américains disent oui, l'HAS disent non toujours, mais selon le risque cardiovasculaire, pourquoi pas. Et puis l'ESC, cette fois-ci, elle dit non. C'est très drôle parce que là, elle dit, pour les carotides, elle dit oui, et là, elle dit non. Et là, elle dit qu'il n'y a pas de preuve. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas de preuve non plus dans les sténoses carotidiennes. Donc un coup c'est oui, un coup c'est non. Bon, j'arrive pas trop à savoir comment ils réfléchissent. Pour les Américains cardiologues, ils disent que c'est pareil, c'est raisonnable. Pareil, raisonnable, tout est raisonnable, pas de preuve pour l'US préventif task force. Donc en fait, pour aller un peu plus loin, il faut savoir que dans l'artériopathie des membres inférieurs asymptomatiques, il y a 2 grands essais qui ont répondu à la question, ils sont récents, ils sont de forte puissance, qui concernent des personnes qui avaient à l'inclusion des IPS moins de 0,95 pour l'étude AAA, publiée dans le JAMA en 2010, et moins de 0,99 dans l'essai Popadad dans le BMJ 2008. L'aspirine était prescrite à 100 mg par jour dans les 2 essais, avec un bon suivi assez long. Les critères principaux étaient composites, cardiovasculaires, avec amputation pour Popadad, et les résultats sont non concluants. Les essais de forte puissance n'ont pas réussi à démontrer que l'aspirine a apporté un bénéfice sur l'ensemble quasiment des critères du critère du jugement principal. Ça veut dire qu'on appelle ça des essais non concluants. Voilà, donc un petit passage, Denis en a touché 2 mots, mais voilà, l'aspirine en prévention primaire, aujourd'hui, un message fort qu'on voudrait passer ici, c'est que ça a été un peu une illusion en fait. Alors d'abord, diminution du risque cardiovasculaire depuis 40 ans. Les statines ont changé aussi la modification du risque des patients. Et vous avez la publication en bas d'un article très important qui parle de la montée et de la chute de l'aspirine en prévention primaire suite à 3 grands essais publiés en 2018 qui ont finalement aujourd'hui la conclusion partagée par la communauté, pas tous, mais c'est qu'aucun essai n'a démontré de manière solide le bénéfice net, on va en parler, en prévention primaire de l'aspirine. Donc, en prévention primaire, ça veut dire que les patients avaient probablement des sténoses. On ne les a pas mesurées, mais ils avaient aussi probablement des sténoses. Donc, chez le diabétique, il y a l'étude ASCEND qui est un petit peu controversée parce qu'elle montre qu'il y a peut-être une réduction des infarctus, mais de la même manière, les hémorragies graves sont augmentées. En fait, le bénéfice net est nul parce qu'il y a autant d'hémorragies graves que d'infarctus évités. Et puis, les aspirines ont d'autres effets indésirables, donc on considère que le bénéfice-risque n'est pas favorable. Voilà, alors on se basait surtout sur des méta-analyses dans le passé, mais en fait, les méta-analyses, sans essais concluants par eux-mêmes, ne permettent pas d'être sûr de la preuve, de la démonstration d'un bénéfice. Donc, retenez qu'aujourd'hui, pour faire simple, le risque hémorragique avéré, parfois grave, contrebalance les effets potentiels bénéfiques sur la réduction des événements cardiovasculaires coronariens, non mortels, et l'aspirine n'a jamais eu l'autorisation de mise sur le marché en prévention primaire. Donc, c'est qu'il y a des raisons à cela. Il n'y avait pas de démonstration, il n'y en a jamais eu, mais ce serait intéressant d'un point de vue sociologique, essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que ça a été un traitement proposé pendant de nombreuses années en prévention primaire. Rapidement, parce que le temps passe et on voudrait débattre un petit peu avec vous. Pour ce qui est de l'ischémie silencieuse, le dépistage des coronaropathies en prévention primaire, il y a eu 4 essais randomisés évaluant un dépistage systématique de la cardiopathie ischémique par épreuve d'effort, coroscanner, scintigraphie, en particulier chez les patients diabétiques, avec un suivi correct, aucun bénéfice. Donc le dépistage systématique ne sert à rien chez les diabétiques, de les faire pédaler, de leur faire des épreuves. Les coroscanners, ça ne sert à rien, on oublie. 4 essais concernant la revascularisation chez le patient qui serait coronarien stable,
ont été écrits. Et globalement, le dernier, je vais assez vite pour gagner un peu de temps. Grosso modo, le message, c'est que aucune preuve solide qu'un dépistage et un traitement de la coronaropathie stable par revascularisation apporte un bénéfice clinique aux patients, y compris chez les diabétiques. Conclusion, chez les patients asymptomatiques, connaître les tenants et les aboutissants d'une intervention. On garde l'interrogatoire comme moyen discriminant de la prévention primaire, secondaire, c'est-à-dire est-ce que le patient a une claudication intermittente, est-ce que le patient a des douleurs thoraciques. L'interrogatoire est fondamental pour départager, et ça suffit. Ne cherchez pas forcément des poux, je les écris volontairement en POX, parce que quand vous cherchez des poux à un patient qui se plaint de rien, vous êtes dans un début de dépistage. Et en fait, comme je vous ai essayé de vous montrer que le bénéfice-risque n'était pas forcément favorable, vous mettez le doigt dans l'engrenage, et ensuite, vous faites et c'est parti. Donc, réfléchir avant de les chercher, en tout cas. Pensez, si je trouve une sténose, qu'est-ce que je vais modifier dans ma pratique? On pourrait dire, si je trouve une sténose et que je mets une statine après, bon, ça a peut-être un sens. Mais on sait très bien que la prescription de statine en prévention primaire dépend d'un risque cardiovasculaire global, et la recherche de sténose ne fait pas varier cette décision. Du moment qu'on a discuté avec le patient s'il souhaitait prendre une statine, le dépistage ne sert plus à rien. Par contre, si de dépister peut entraîner qu'il prend une statine, pourquoi pas? Vous voyez, on reste un petit peu dans l'individualisation au cas par cas. Posez-vous la question de rendre malade un patient asymptomatique, parce que c'est difficile de ne rien faire une fois qu'on a trouvé une lésion. On va rentrer dans une surveillance tous les 6 mois, tous les ans, chez le cardiologue, et voilà, il faudra y aller. Et une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est difficile de revenir. Donc avant d'y aller, prenez ce recul, faut-il que j'y aille? Et donc je finis par de la publicité pour exercer, revenir au raisonnement thérapeutique. Est-ce que j'ai besoin de preuves pour agir, de preuves de bénéfice? Si oui, desquelles? De quelle qualité? Chez qui? Sur quoi? De combien? Les risques en valent-ils la peine? Et je vous remercie de votre attention.